La pièce était vide. Mais elle n'était pas silencieuse. Elle était bruyante d'absence. Le parfum subtil de la lavande et des vieux livres flottait encore dans l'air. Fantôme de la femme qui avait vécu entre ces quatre murs. Ma main traça le carré net et non décoloré sur le mur. Là où était accroché son tableau préféré. Au sol, la moquette était encore écrasée. Un rectangle parfait marquant l'endroit où son lit s'était trouvé pendant 5 ans. 5 ans que je passais devant cette porte. 5 ans qu'elle était une présence juste au bout du couloir. Maintenant, il n'y avait que le silence. Mon regard tomba sur la petite aquarelle inachevée posée sur la table de chevet. La seule chose qu'elle avait laissée derrière elle. C'était une mésange bleue. La tête penchée. La poitrine d'un azur éclatant. Mais les ailes. Les ailes n'étaient qu'une légère esquisse au crayon. Sans couleur. Comme si l'oiseau n'avait pas la force de prendre son envol. Je la pris. Mon pouce caressant la texture rugueuse du papier. Une boule se forma dans ma gorge. Dure et douloureuse. C'était comme avaler du verre. J'aurais juste. Murmurai-je à la pièce vide. Ma voix se brisant. J'aurais juste voulu avoir plus de temps. Maman. Mais le temps est un voleur qui n'annonce jamais sa venue. Il ne fait que prendre. Il y a 3 mois. Cette pièce n'était pas vide. Il y a 3 mois. Ma vie était un numéro de funambule. Et j'étais convaincue d'avoir un équilibre parfait. L'air d'automne à Versailles avait ce tranchant vif qui promettait un hiver précoce. Devant notre beau pavillon en meulière, les érables perdaient leurs feuilles flamboyantes, recouvrant les pelouses immaculées de notre quartier d'un tapis d'or et de pourpre. C'était l'image de la réussite sociale. Le genre de vie qu'on voit dans les magazines. Un architecte à succès. Une femme merveilleuse. 2 enfants formidables. Une belle maison dans un bon quartier. Le rêve français. Pleinement réalisé. Mais à l'intérieur, l'air était chargé d'un tout autre froid. Mon téléphone vibra sur le plan de travail en granit. Une vibration constante et agaçante qui était devenue la bande-son de ma vie. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Dubois. Mon patron. L'objet de l'email serait en majuscule, Tour Sequoia Urge. Tout était urgent. Mathieu. Est-ce que tu m'écoutes au moins? La voix de Sophie perça le brouillard de mon anxiété. Je levai les yeux de mon téléphone. Elle se tenait près de la cuisinière. Une cuillère en bois à la main. Encore dans sa tenue d'infirmière. Son expression était un cocktail familier d'amour et d'épuisement. Elle faisait des gardes de 12 heures aux urgences. Gérant de vrais traumatismes. Puis rentrait à la maison pour gérer les miens. Auto-infligé. Oui. Désolé. Juste. Le travail. Marmonnai-je. Mon pouce faisant déjà défiler la dernière chaîne de mes paniqués. L'ingénieur en structure avait trouvé un défaut dans la composition de l'acier. Un défaut qui pouvait signifier des retards. Les retards signifiaient de l'argent. Et le blâme, comme toujours, descendrait la hiérarchie pour s'abattre directement sur moi. C'est toujours le travail, dit-elle. Sa voix plus douce cette fois. Sans accusation. C'était juste un constat. Du salon. Un fracas de briques Lego annonça la présence de notre fils de 8 ans. Léo. Ma tour est tombée. Gémit-il. Une tragédie aux proportions épiques dans son monde. Ma mère. Éléonore. Apparut dans l'embrasure de la porte. Ses mouvements doux et prudents. Comme si elle essayait de ne pas déranger l'air autour d'elle. Oh. Mon chéri. Dit-elle. Sa voix le baume doux et apaisant d'une institutrice à la retraite. Voyons voir si mamie peut t'aider à la reconstruire.
Elle vivait avec nous depuis le décès de papa. C'était censé être une solution temporaire? Juste le temps qu'elle se remette sur pied. C'était il y a 5 ans. Maintenant? Sa présence semblait aussi permanente et aussi silencieusement pesante que les fondations de la maison elle-même. Elle n'était pas un fardeau? Pas au sens pratique du terme. Sa pension de retraite couvrait ses propres dépenses. Elle était calme, discrète et essayait toujours d'aider. Et c'était ça. Le problème. Son aide ressemblait à une critique constante et silencieuse de la façon dont nous menions nos vies. À table, annonça Sophie, plaçant un grand plat de bœuf bourguignon sur la table de la salle à manger. C'était ma mère qui l'avait préparé. C'était mon plat préféré. Ou du moins, ça l'avait été. Nous nous sommes réunis autour de la table. Chloé, notre fille de 15 ans, se glissa sur sa chaise. Les écouteurs bien en place. Les yeux rivés sur son téléphone. Elle était mon miroir à bien des égards. Ce qui me terrifiait. Chloé. Pas de téléphone à table. Dis-je. Ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Elle retira un écouteur. Son expression d'une profonde irritation adolescente. Tout le monde est sur son téléphone. Ses yeux se posèrent sur moi avec insistance. Sophie me lança un regard. Je posai mon téléphone face contre la table. Mais je pouvais encore le sentir vibrer. Un insecte piégé et en colère. Ma mère me servit une portion généreuse. J'ai essayé une nouvelle recette pour la sauce. Mathieu. J'espère que tu aimeras. Je pris une bouchée. C'était bon. C'était du bœuf bourguignon. C'est bon. Maman. Dis-je. Mon attention déjà en train de dériver vers la crise invisible dans ma boîte de réception. L'acier. Le calendrier. La colère inévitable de Dubois. La viande est assez tendre? Je craignais qu'elle ne soit un peu sèche. C'est parfait. Répétai-je. Un peu plus fermement cette fois. Merci. Elle se tut. Son sourire vacillant une seconde avant de le remettre en place. Elle tourna son attention vers Léo. L'aidant à couper sa viande en petits carrés parfaits. Elle existait dans ces petits actes de service méticuleux. Ranger une étagère qui était déjà rangée. Essuyer un comptoir qui était déjà propre. Plier le linge que Sophie était sur le point de plier. Chaque action était une supplique silencieuse, je suis encore utile. J'ai encore un but. Mais pour moi. Dans la cocotte minute de ma vie. J'avais l'impression qu'elle déplaçait constamment les choses. Réorganisait mon monde. Introduisant un chaos doux et imprévisible dans un système dont j'avais besoin qu'il soit impitoyablement efficace. Après le dîner, la tension nous suivit dans la cuisine. Je chargeais le lave-vaisselle. Une tâche que j'accomplissais avec une précision géométrique. Assiette ici. Bol là. Couvert parfaitement trié. C'était l'une des rares choses dans ma vie que je pouvais contrôler complètement. Ma mère s'approcha de moi. Tenant une poignée de cuillères. Oh. Laisse-moi t'aider. Mon chéri. Avant que je puisse l'arrêter. Elle avait jeté les cuillères dans le panier à couvert, les mélangeant avec les fourchettes. Une petite chose. Une chose ridiculement petite. Mais je l'ai ressentie comme une violation. Comme une rayure sur une surface parfaite. Je soupirai. Un son lourd d'impatience. Maman. S'il te plaît. Il y a un système. Les cuillères vont ici. Les fourchettes ici. Ça les lave mieux. Je plongeai la main. Mes doigts triant les couverts humides. Retirant les cuillères fautives et les plaçant dans leur compartiment désigné. Je ne la regardai pas. Mais je la sentis battre en retraite. Elle ne dit pas un mot.
Elle s'essuya simplement les mains sur un torchon. Ses épaules s'affaissant légèrement. Et sortit de la cuisine. Papa. C'était méchant, dit Chloé depuis le seuil. Elle avait vu tout l'échange. Ses bras étaient croisés. Ses yeux brillants de la justice féroce et simple d'une adolescente. Mamie essayait juste d'aider. C'est plus efficace comme ça. Chloé. Ce n'est pas méchant. C'est juste. Logique. Je détestais la faiblesse de ma propre excuse. Non. C'était méchant, insista TL. Avant de se retourner et de monter à l'étage, me laissant seule dans le silence stérile de la cuisine. Le bourdonnement du lave-vaisselle comme seul son. Plus tard dans la nuit, j'étais à la table de la salle à manger. Mon ordinateur portable ouvert. Des plans d'architecte étalés devant moi. La maison était sombre, à l'exception de la lampe qui projetait un halo de lumière sur mon travail. La tour Séquoia. Mon projet décisif. Un monument étincelant à mon ambition. Ou une pierre tombale pour ma carrière. La pression était immense. J'avais l'impression de soutenir physiquement le bâtiment de mes propres mains. Sophie descendit. Enveloppée dans un peignoir. Viens te coucher. Mathieu. Je ne peux pas. Je dois résoudre ce problème d'acier avant demain matin. Elle vint derrière moi. Ses mains se posant sur mes épaules tendues. Le bâtiment sera toujours là demain. Ta famille est ici ce soir. Elle embrassa le sommet de ma tête. Ne laisse pas ton travail te dévorer tout cru. Je voulais l'écouter. Je voulais fermer l'ordinateur portable et monter avec elle. Mais la peur de l'échec était une chose physique. Un œuf froid dans mon estomac. Je monte dans un instant. Promis je. Un mensonge que nous reconnaissions tous les deux. Elle soupira et remonta. J'étais de nouveau seule avec le fantôme de ma carrière. Je fixais les diagrammes complexes. Les chiffres et les lignes se brouillant. Mon esprit était une tempête de calcul et d'angoisse. Une latte de plancher grinça à l'étage. Je levai les yeux vers le couloir obscurci. Une fente de lumière apparut sous la porte de ma mère, suivie d'une ombre alors qu'elle passait. Elle allait probablement aux toilettes. Mais à ce moment-là, son mouvement nocturne et silencieux me parut une intrusion. Une autre variable imprévisible dans mon monde étroitement contrôlé. Elle était toujours là. Une présence douce et soupirante dans le coin de mon œil. Quand je rentrais à la maison, elle était dans le salon, en train de lire. Quand je me levais au milieu de la nuit pour un verre d'eau, sa lumière était souvent allumée. C'était comme si elle ne dormait jamais vraiment. Elle attendait. Tout simplement. Je sentis une vague d'irritation irrationnelle. Pourquoi ne pouvait-elle pas rester dans sa chambre? Pourquoi devait-elle errer? C'était ma maison. Je payais le crédit. Je portais le poids de tout le monde et de tout ce qui s'y trouvait. Sa présence calme et sans but me semblait un poids supplémentaire sur la balance. Une autre chose à gérer? À m'inquiéter. Je savais, même à ce moment-là, que cette pensée était monstrueuse. C'était laid et injuste. C'était ma mère. La femme qui m'avait appris à faire du vélo. Qui s'était assise avec moi pendant des heures alors que je luttais avec l'algèbre. La femme qui avait maintenu notre famille unie après la mort soudaine de mon père. Mais l'homme qu'elle avait élevé était en train de s'effondrer sous le poids de ses propres ambitions. Et il commençait à oublier. La pression me polissait, enlevant les parties les plus douces de moi, ne laissant qu'un bord brut et déchiqueté. Le lendemain fut pire. Une visioconférence avec Dubois qui me laissa les oreilles bourdonnantes. Il ne criait pas. C'était pire qu'un crieur. Sa déception était silencieuse, aiguë et précise. Il remit en question ma supervision, mon leadership,
Ma valeur pour le cabinet. Je passais le reste de la journée dans un mode frénétique de limitation des dégâts. Envoyant des emails. Passant des appels. Essayant de colmater un trou dans un barrage sur le point de céder. Je rentrais ce soir-là comme un air à vif. La maison était calme. Trop calme. Sophie travaillait tard. Léo était chez un ami. Il n'y avait que moi. Chloé et ma mère. Je laissai tomber ma mallette près de la porte. Le son résonnant dans le hall silencieux. Je me dirigeai vers mon bureau. Une petite pièce près du salon qui était mon seul sanctuaire. C'est là que je gardais mes brouillons personnels. Mes croquis. Mes livres. C'était un chaos organisé. Mais c'était mon chaos. Chaque pile. Chaque bout de papier égaré. Avait un but connu de moi seul. En arrivant à la porte. Je vis Chloé se tenant là. Me barrant le chemin. Son visage était pâle. Son expression furieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandai-je. Ma patience déjà à bout. Qu'est-ce que tu as dit à mamie? Exigea-t-elle. Sa voix basse et tremblante. Je fronçai les sourcils. De quoi tu parles? Je viens de rentrer. Ne me mens pas. Elle est dans sa chambre en train de pleurer depuis cet après-midi. Mon sang se glaça. Je la bousculai et regardai dans mon bureau. Et je vis. C'était propre. Les piles de papier sur mon bureau avaient disparu, remplacées par des tas nettes et stériles. Mes livres de référence, que je gardais dans un ordre spécifique et chaotique sur le sol, étaient maintenant parfaitement alignés sur la bibliothèque. Ma planche à dessin, qui contenait la toute première ébauche de la tour Séquoia, était effacée. Pendant un instant, je ne pus plus respirer. C'était comme si quelqu'un était entré par effraction dans mon esprit et l'avait vidé. Toutes mes pensées, mes idées à moitié formées, mon processus créatif disparu, remplacé par une propreté fade et suffocante. Je me retournai lentement, une rage froide et blanche montant dans ma poitrine. Je la vis alors. Ma mère. Elle se tenait dans le salon, tenant un chiffon à poussière, un sourire fier et plein d'espoir sur son visage. Je pensais te faire une surprise, dit-elle. Sa voix enjouée. Je sais à quel point tu as été stressé. Et ton bureau était un tel désordre. Je me suis dit que si je le rangeais pour toi, ça t'aiderait peut-être à y voir plus clair. Un esprit sain dans un espace sain, comme disait toujours ma mère. Elle me regarda, attendant des éloges, attendant un merci. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était la planche à dessin effacée. Tout ce que je pouvais sentir, c'était la violation. Les semaines de travail, l'équilibre délicat de mes pensées, effacé par son aide bien intentionnée et désastreuse. La pression de mon travail, la peur de l'échec, le ressentiment constant et latent, tout cela trouva une cible. Ça la trouva. Elle. La rage jaillit de moi. Un torrent que je ne pouvais contrôler. Toute la frustration. Tout le stress. Tout le poids silencieux de sa présence dans ma maison depuis 5 longues années. Tout cela se déversa en une seule phrase brutale que j'entendrai résonner dans mes cauchemars pour le reste de ma vie. Je pointai un doigt tremblant vers elle. Ma voix résonnant dans la maison silencieuse. Un désordre? Ce n'était pas un désordre. C'était mon travail. C'était ma vie. Je fis un pas de plus. Ma voix s'abaissant à un grondement bas et venimeux. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Tu n'aides pas. Tu n'aides jamais. Tu ne fais que gêner. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Son sourire disparut, remplacé par une expression de choc pur et incompréhensible.
Sa main, celle qui tenait le chiffon, tremblait. Mathieu. Je voulais seulement. Seulement quoi? Hurlai-je. Le son rauque et laid. Et puis les derniers mots. Impardonnables. Vinrent. Les mots qui allaient briser la paix fragile de notre foyer. Arrête. Arrête d'essayer d'aider. Tu es vieille. Maman. Tu ne comprends rien à ma vie. Pour l'amour de Dieu. Ne touche plus à mes affaires. Le silence qui suivit fut absolu. Il était plus lourd et plus profond que n'importe quel son que j'avais jamais entendu. Il nous oppressait, aspirant l'air même de la pièce. Chloé haleta, sa main volant à sa bouche. Ma mère se tenait là, figée. La couleur quitta son visage, le laissant d'un blanc cireux et translucide. Ses yeux, qui avaient été si pleins de fierté et d'espoir quelques instants auparavant, étaient maintenant de vastes bassins de douleur. Elle ne cria pas. Elle ne se défendit pas. Elle absorba simplement le coup. Je vis une seule larme s'échapper et tracer un chemin lent et silencieux sur sa joue ridée. Elle leva une main tremblante et l'essuya, comme si c'était une tâche dont elle avait honte. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et se dirigea, non pas vers sa chambre, mais vers la porte arrière, dans le crépuscule froid de l'automne. La porte moustiquaire claqua derrière elle. Un coup de feu dans le terrible silence. Le claquement de la porte moustiquaire résonna dans le silence soudain et caverneux. Pendant un instant, le seul son fut le battement frénétique de mon propre cœur dans mes oreilles. La rage coulait encore en moi. Chaude et électrique. Mais une marée froide de honte se précipitait déjà pour la rencontrer. J'avais gagné. J'avais enfin réussi à lui faire comprendre. La pensée était écœurante. Tu es fière de toi? La voix de Chloé était à peine un murmure. Mais elle trancha le silence comme un éclat de verre. Je me tournai pour la regarder. Son visage était un masque d'incrédulité et de dégoût. L'admiration qu'elle avait autrefois pour moi avait disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant, le mépris. Chloé. Tu ne comprends pas. Commençai-je. La voix rauque. Oh. Je comprends. Répliqua-t-elle. Sa voix tremblante d'une fureur qui reflétait la mienne quelques instants plus tôt. Je comprends parfaitement. Tu es un tyran. Elle n'attendit pas ma réponse. Elle fit volte-face et courut à l'étage, la porte de sa chambre claquant avec une finalité qui ressemblait à un verdict. J'étais seule. Seule dans mon bureau parfaitement rangé. Totalement stérile. Les surfaces propres semblaient se moquer de moi. La planche à dessin vide était un œil blanc, me fixant. Accusateur. J'avais exigé le contrôle. Et voilà le résultat, une pièce silencieuse et vide dans une maison silencieuse et vide. La victoire ressemblait exactement à une défaite. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, piégée dans les décombres que j'avais créés. 1 heure? Peut-être plus. Le coucher de soleil flamboyant de l'automne saignait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres déformées sur le sol. Finalement, j'entendis le léger déclic de la porte arrière qui s'ouvrait et se fermait. Je retins mon souffle. Éléonore traversa la cuisine. Elle ne regarda pas vers le bureau. Son visage était composé, mais c'était une composition cassante et fragile. Ses yeux étaient cerclés de rouge et gonflés, fixés sur un point droit devant elle. Elle se déplaçait avec une raideur lente et délibérée, comme si ses os lui faisaient mal. Elle passa devant le salon, devant ma porte ouverte, et alla directement dans sa chambre au bout du couloir. La porte se referma avec un clic doux et définitif. Ce n'était pas un claquement.
C'était pire. C'était un sceau. Le mur était érigé. Quand Sophie rentra quelques heures plus tard, la maison semblait lourde, comme l'air avant un orage. Elle entra, laissa tomber ses clés dans le bol près de la porte, et s'arrêta immédiatement. C'était une bonne infirmière, d'une sensibilité surnaturelle aux signes subtils de détresse. Elle pouvait lire une pièce aussi facilement qu'un dossier de patient. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, ses yeux balayant l'espace silencieux. « Pourquoi a-t-on l'impression d'être à un enterrement ici ?» J'étais assis sur le canapé dans le noir. La télé éteinte. Longue journée. Marmonnai-je. Maman et moi avons bu un désaccord. Un désaccord ? Elle plissa les yeux. Elle connaissait mes euphémismes. Elle s'approcha et alluma une lampe, inondant la pièce d'une lumière douce. Mathieu. Où sont Chloé et ta mère ? Dans leur chambre. Elle n'eut pas besoin d'en demander plus. Elle monta. J'entendis les sons étouffés de voix venant de la chambre de Chloé. Quelques minutes plus tard, elle redescendit. Son visage était sombre. Toute la fatigue de sa garde de 12 heures avait disparu, remplacée par une déception d'acier qui était en quelque sorte plus douloureuse que la colère. Elle m'a dit ce que tu as dit. Je me levai, immédiatement sur la défensive. La honte que je ressentais était si immense que mon seul instinct fut de construire un mur de justification autour de moi. Elle n'aurait pas dû être dans mon bureau. Elle a effacé mon travail. Sophie. Des semaines de concept. Tu n'as aucune idée de la pression que je subis avec ce projet de la tour Sequoia. Oh. J'en ai une idée, dit-elle, sa voix dangereusement calme. J'ai une idée de la pression que tu mets sur une femme de 68 ans qui a perdu son mari et sa maison, et dont le seul crime est d'essayer de se sentir utile. J'ai une idée de la pression que tu mets sur ta fille, qui pense maintenant que son père est un monstre. Ce n'est pas juste, répliquai-je. C'est ma carrière qui est en jeu. Ma responsabilité de subvenir aux besoins de cette famille. Tout ce que j'ai demandé, c'est un peu de respect pour mon espace. Pour mon travail. Tu n'as pas demandé ? Mathieu. Tu as hurlé. Tu l'as rabaissée. Tu as dit à ta propre mère qu'elle était vieille et inutile. Chaque mot était une frappe précise et chirurgicale. Elle te préparait un bœuf bourguignon 2 heures avant ça. Tu te souviens de ça ? Elle essayait de prendre soin de toi. De la seule manière qu'elle connaisse. Il ne s'agit pas du bœuf bourguignon. Il s'agit de limites. Je criais maintenant. Ma voix résonnant dans la maison qui était censée être un foyer. Elle me couve. Sophie. Elle est toujours là. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer dans ma propre maison parfois. Alors tu lui parles ? La voix de Sophie se brisa de frustration. Tu t'assois avec elle. Comme un fils. Et vous avez une conversation. Tu ne lui brises pas le moral pour te cacher ensuite derrière ton travail comme excuse. Il ne s'agit pas de la tour Sequoia. Mathieu. Il s'agit de toi. Tu as tellement peur d'échouer au travail que tu as décidé d'échouer en tant qu'être humain d'abord. L'accusation flotta dans l'air entre nous. Laide et indéniable. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais l'admettre me semblait une faiblesse que je ne pouvais me permettre. Répare ça, dit-elle, sa voix s'abaissant de lassitude. Elle se retourna et monta, me laissant seule dans la lumière. Le silence qui tomba n'était plus vide. Il était plein de ses mots. Plein de ma culpabilité. Le lendemain matin commença la nouvelle normalité. Un règne de tyrannie silencieuse. Je descendis et trouvai Éléonore déjà dans la cuisine, se versant une tasse de café. « Bonjour. Maman. »
dis-je. Ma voix anormalement enjouée. Elle sursauta. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je lui parle. Elle se tourna. Mais ses yeux ne rencontrèrent pas les miens. Ils se fixèrent quelque part par-dessus mon épaule. Mathieu, dit-elle. Sa voix un monotone plat et sans couleur. Elle prit son café et se retira dans le petit coin repas, s'asseyant dos à la pièce. Le schéma était établi. Elle devint un fantôme dans ma maison. Elle me donna exactement ce que j'avais réclamé à grands cris. Elle ne toucha plus à mes affaires. Elle se tint à l'écart de mon chemin. Elle arrêta de ranger. Elle arrêta de proposer de cuisiner. Elle arrêta de demander si j'avais besoin de quelque chose. Quand je renversai mon café sur le sol de la cuisine, une flaque sombre s'étalant sur le carrelage blanc. Elle ne bougea pas. Avant, elle aurait été là en un éclair avec un chiffon et un doux « hop là ». Maintenant, elle continuait simplement à regarder par la fenêtre. Comme si elle n'avait rien entendu. Je nettoyais moi-même. Sous le regard de Pierre de Sophie. L'absence de son aide était un reproche assourdissant. Les repas étaient atroces. Nous nous asseyions tous les quatre à table dans un silence épais et suffocant. Le seul son étant le cliquetis des couverts contre les assiettes. Éléonore mangeait comme un oiseau, poussant la nourriture dans son assiette. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole, et seulement avec les phrases les plus courtes possibles. Chloé. Pendant ce temps, s'était nommée ma gardienne. Elle était une présence silencieuse et jugeante. Elle regardait mon visage, puis celui de sa grand-mère. Sa déception une force palpable. Elle devint l'ombre d'Éléonore, sa protectrice. Elle lui apportait une couverture, remplissait sa tasse de thé, et s'asseyait avec elle dans le salon, les deux partageant une compagnie silencieuse qui m'excluait délibérément. « Pourquoi mamie est si triste ?» demanda Léo un soir, sa petite voix coupant la tension. Il me regarda, ses yeux grands et confus. « C'est toi qui l'as rendue triste ?» Papa ? Je sentis ma gorge se serrer. Mamie est juste fatiguée. Mon grand. Non. C'est pas vrai ? Dit froidement Chloé de l'autre côté de la table, sans me regarder. Elle a le cœur brisé. Le dysfonctionnement à la maison était un poison qui s'infiltrait dans tous les coins de ma vie. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. Le bureau bien rangé était une prison. Ma créativité, autrefois mon plus grand atout, avait disparu. Je fixais les plans de la tour Séquoia, mais les solutions ne venaient pas. Mon esprit, qui était habituellement un tourbillon d'anglais de possibilités, n'était que du bruit blanc. Je fis une erreur coûteuse dans un schéma révisé, calculant mal une spécification de charge. Dubois la remarqua. Son appel fut bref et brutal. Je mets un autre architecte senior sur la tour Séquoia avec vous. Mathieu, dit-il. Sa voix froide comme la glace. Je ne peux pas me permettre d'autres erreurs. Reprenez-vous en main. Ou sortez du jeu. La menace était claire. Je me noyais. La pression du travail m'avait conduit à créer un désastre à la maison. Et maintenant le désastre à la maison revenait en cercle pour noyer ma carrière. C'était une boucle parfaite et autodestructrice. Cette nuit-là, je passais devant la chambre de ma mère. La porte était légèrement entr'ouverte. Je pouvais entendre la voix douce de Chloé à l'intérieur. « Je t'ai apporté du thé ? Mamie. Avec du miel ? Comme tu aimes. Merci. Ma chérie. » Entendis-je Éléonore répondre. Sa voix fine et faible. Tu es une gentille fille. Chloé. Il n'avait pas le droit de te parler comme ça.
Il est sous beaucoup de pression? Ma puce. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est jamais une excuse pour être cruel. Je me tenais dans le couloir. Un étranger écoutant une conversation secrète. Elle parlait de moi comme d'une tempête qui était passée. Une catastrophe naturelle qui les avait laissés ramasser les morceaux. Je n'avais pas seulement élevé la voix. J'avais sectionné un lien. Je m'étais exilé du cœur de ma propre famille. Dans ma quête désespérée et furieuse de contrôle, j'avais perdu tout ce qui comptait. Le silence que j'avais ardemment désiré était maintenant un mur. Et j'étais du mauvais côté. Complètement et totalement seul. Les jours qui suivirent se fondirent les uns dans les autres. Chacun une répétition du précédent. Peint dans les mêmes teintes monotones de gris. Le calme dans la maison n'était plus seulement une absence de son. C'était une présence. Une couverture lourde qui étouffait chaque pièce. Ma maison. Autrefois un refuge contre les exigences incessantes de mon travail, ressemblait maintenant à une extension de celui-ci, un autre environnement à haut risque où j'échouais de manière spectaculaire. Éléonore avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle se déplaçait dans la maison comme un spectre. C'est pas si léger qu'ils étaient à peine audibles. Elle se confinait à un territoire de plus en plus restreint, sa chambre, le coin repas et un fauteuil spécifique dans le salon. C'était comme si elle avait tracé des lignes invisibles sur le sol. Une carte de zone de sécurité où elle était le moins susceptible de me croiser. Si j'entrais dans une pièce où elle se trouvait, elle trouvait une raison silencieuse de partir en quelques minutes. Oh! Je crois que j'ai laissé couler l'eau. Ou, il faut que je pense à remonter la vieille horloge. C'étaient des excuses fragiles. Mais je ne la reprenais jamais. Nous étions complices de cette douloureuse mascarade. Sa présence physique commença également à diminuer. Elle semblait plus petite. Plus frêle. Des cernes sombres se formèrent sous ses yeux. De profondes ecchymoses d'insomnie. Au dîner, elle réarrangeait la nourriture dans son assiette, créant des motifs avec sa fourchette. Mais je la voyais rarement manger plus de quelques bouchées. Elle se flétrissait sous mes yeux. Et mes mots étaient le poison à la racine. Sophie essayait de combler le gouffre. Elle suggérait des activités familiales, une soirée cinéma. Une promenade dans la forêt voisine. Allez. Maman. L'air frais te fera du bien. Insistait-elle. C'est une charmante idée. Ma chérie. Mais mes vieux genoux sont un peu raides aujourd'hui. Répondait Éléonore avec un faible sourire. Allez-y. Vous autres. Chloé déclarait immédiatement, alors je reste ici avec mamie. C'était un acte de défiance silencieux. Un choix d'allégeance claire. Et ainsi, la famille se fragmentait. Sophie. Léo et moi partions pour ces sorties creuses. La gaieté forcée rendant l'absence des deux autres encore plus prononcée. Nous étions une unité fracturée. Et j'étais la cause de la rupture. Le fossé avec Chloé se creusa. Elle me traitait avec une politesse froide et formelle qui était bien plus glaçante que n'importe quelle crise d'adolescente. C'était, oui. Papa. Et, non. Papa. Mais ses yeux étaient toujours détournés. Son langage corporel fermé. Elle ne me demandait plus d'aide pour ses devoirs. Elle ne partageait plus d'histoires drôles de l'école. La complicité facile et rieuse que nous avions autrefois avait disparu, remplacée par ce protocole rigide. Un après-midi. Je trouvai un mot d'autorisation pour une sortie scolaire sur le comptoir de la cuisine. Il fallait la signature d'un parent. Je pris un stylo et signai. Plus tard dans la soirée, je vis le mot à la poubelle. Quand je demandai à Chloé pourquoi, elle haussa simplement les épaules. J'ai demandé à mamie d'en signer un nouveau, dit-elle, sans lever les yeux de son livre. Le rejet fut un coup physique.
J'étais son père. Mais j'avais été jugé indigne même de ce petit devoir parental. Je m'étais rendu insignifiant dans la vie de ma propre fille. Mon travail continua sa spirale descendante. Le nouvel architecte affecté au projet de la tour Sequoia, un type plus jeune et plus affamé nommé Peterson, était tout ce que je n'étais pas en ce moment, vif, concentré et plein d'idées. En réunion, Dubois adressait ses questions à Peterson. Mes opinions étaient accueillies par des hochements de tête polis mais étaient rarement suivies d'effets. J'étais mis sur la touche. Écarté de mon propre projet. La peur de l'échec que j'avais essayé de fuir était maintenant assise en face de moi à la table de conférence. En souriant. La pression montait. Et sans exutoire à la maison, elle se transforma en un ressentiment amer et latent. Je me surpris à devenir hypercritique de tout. La façon dont Sophie chargeait le lave-vaisselle, ironiquement. Ce n'était plus mon domaine. La façon dont Léo laissait traîner ses jouets. Ces petits ennuis quotidiens devinrent des frustrations monumentales. J'étais un homme piégé dans une cocotte minute sans soupape de sécurité. Et la tension commençait à se manifester de manière hideuse. Un soir, Léo vint me voir, tenant un dessin qu'il avait fait à l'école. C'était une image colorée et chaotique de notre famille. Il y avait Sophie. Un soleil souriant. Chloé avec de longs cheveux flottants. Léo lui-même. Une petite silhouette en bâton. Et moi. Une grande forme sombre avec une bouche déchiquetée et en colère. Debout loin de tout le monde. À côté de moi, il y avait une silhouette plus petite et grise avec des larmes coulant de ses yeux. Il l'avait légendé, mamie triste. Il me le tendit. Son expression sérieuse. J'ai fait ça pour toi. Papa. Je fixai le dessin. Sa brutale honnêteté enfantine. C'était ainsi que mon fils me voyait. Un monstre. Un nuage noir sur notre foyer. Ma gorge se noua. Je voulais le serrer dans mes bras. Lui dire que j'étais désolée. Lui promettre que j'arrangerais les choses. Mais les mots ne venaient pas. Tout ce que je pus articuler fut un « c'est ». Joli. Léo. Pourquoi ne vas-tu pas le mettre sur le frigo? Étranglé et tendu. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. Je me retournai et entrai dans mon bureau. Fermant la porte. J'appuyai ma tête contre le bois frais. Ma poitrine douloureuse. J'avais crié sur ma mère pour prendre le contrôle. Et maintenant je ne contrôlais plus rien. Mon travail m'échappait. Ma fille me méprisait. Ma femme me regardait avec pitié et déception. Et mon fils me dessinait comme le méchant de l'histoire de notre famille. Quelques nuits plus tard, je travaillais de nouveau tard, essayant désespérément de trouver une faille dans l'une des nouvelles propositions de Peterson non pas par diligence professionnelle, mais par un besoin mesquin de prouver ma propre valeur. La maison était sombre et silencieuse. Il devait être plus de minuit. J'entendis un faible bruit venant de la cuisine. Un petit cliquetis. Comme du verre sur du carrelage. Je retins mon souffle. Écoutant. Silence. Je me dis que c'était juste la maison qui travaillait. Mais un nœud de malaise se serra dans mon ventre. J'ouvris lentement la porte de mon bureau et me glissai dans le couloir. La cuisine était sombre. Mais un rayon de lune provenant de la fenêtre illuminait une silhouette debout près de l'évier. C'était Éléonore. Elle se tenait parfaitement immobile. Une main appuyée sur le comptoir. La tête baissée. Je vis un reflet de quelque chose dans son autre main. Un verre. Maman, murmurai-je dans l'obscurité. Elle sursauta. Un son aigu et effrayé. Le verre lui glissa de la main et se brisa sur le sol. Oh. Oh. Mon Dieu. Balbutia-t-elle. Sa voix frêle et paniquée.
Mathieu. Tu m'as fait peur. J'allumai la lumière. Elle cligna des yeux face à la luminosité soudaine. L'air désorienté. Maman. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu vas bien? J'avais juste soif, dit-elle, ses yeux se dirigeant vers les éclats de verre scintillant sur le sol. Je suis si maladroite. Je vais nettoyer. Elle se pencha. Ses mouvements raides et mal assurés. Non. Ne fais pas ça, dis-je en me précipitant vers elle. Tu vas te couper. Laisse-moi faire. Je m'agenouillai, ramassant soigneusement les plus gros morceaux de verre. Ce faisant, mes yeux tombèrent sur le comptoir à côté de l'évier. Le flacon de ses somnifères sur ordonnance était là. Le bouchon enlevé. Et à côté, une autre bouteille. Ma bouteille de whisky. Celle que je gardais au fond du placard pour les nuits stressantes. Elle n'était pas là où je l'avais laissée. Une terreur froide, aiguë et écœurante, m'envahit. Ce n'était pas juste un verre d'eau qu'elle était venue chercher. Maman, dis-je. Ma voix à peine audible. Qu'est-ce que tu faisais avec ça? Elle suivit mon regard et se figea. Le calme fragile qu'elle avait maintenu pendant des semaines s'effondra en poussière. Son visage se contracta. Et un sanglot, un son rauque et déchirant, s'échappa de sa gorge. C'était la première véritable émotion que je voyais de sa part depuis ce jour horrible. Je n'arrive pas à dormir? Murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Les nuits sont si longues. Mathieu. Le silence. Il est si bruyant. Je voulais juste que ça se calme. Juste pour un petit moment. Elle ne parlait pas de la maison. Elle parlait du silence dans sa propre tête. Je regardais les somnifères, puis le whisky. Et mon sang se glaça. La pensée, la possibilité terrifiante de ce qu'elle aurait pu envisager, était impensable. C'était un coup de poing à l'estomac qui me coupa le souffle. Oh! Mon Dieu! Maman! Soufflai-je en me relevant. Je tendis la main vers elle. Mais elle recula, s'enlaçant de ses bras. Non! Sanglota-t-elle. Je suis désolée. Je suis désolée d'être un tel fardeau. Je suis tellement désolée. Elle s'excusait auprès de moi. Après tout ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais dit. Elle s'excusait pour sa propre douleur. À cet instant, tout le poids monstrueux de ma cruauté s'abattit sur moi. Ma colère, mon ressentiment, mon apitoiement tout se dissolut, ne laissant qu'une vaste et creuse douleur de honte. Voilà ce que j'avais fait. J'avais pris cette femme douce et aimante et je l'avais conduite à un tel désespoir silencieux qu'elle se tenait seule dans le noir, cherchant le réconfort dans un flacon de pilules et mon whisky. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. Je restais juste là. Dans la lumière crue de la cuisine, entourée du verre brisé sur le sol, mon propre monde complètement et totalement détruit. Les sanglots d'Éléonore étaient la seule chose qui remplissait le silence stérile de la cuisine. C'était un son brut. Désolé. Qui semblait tirer sur les fondations même de la maison. Je restais figé. Le verre brisé à mes pieds, une métaphore parfaite de ce que j'avais fait à ma famille. À ma mère. Le whisky. Les somnifères, ce n'étaient pas de simples objets sur un comptoir. C'était un signal de détresse. Une fusée éclairante tirée dans la nuit par une âme sur le point de sombrer. Maman. Allons. Allons nous asseoir? Réussis-je à dire? Ma propre voix sonnant étrange et lointaine. Je la guidais avec précaution loin du verre brisé. Ma main planant près de son coude. Sans tout à fait la toucher.
craignant qu'elle ne se dérobe à nouveau. Elle tremblait. Son corps secoué de sanglots convulsifs. Je la conduisis au salon et l'assis dans le fauteuil qui était devenu son île. Je m'agenouillai sur le sol devant elle. Comme un enfant approche un animal effrayé. Je suis désolée, murmura-t-elle à nouveau, ses mains se tordant dans le tissu de sa chemise de nuit. Je ne voulais pas que tu voies. Je me sens juste si. Elle ne put finir sa phrase. Sa voix se dissolvant dans une autre vague de chagrin. Inutile? Finis-je pour elle. Le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Ce n'était pas une question. C'était une confession. Ma confession. Elle tressaillit. Mais ne nia pas. Son silence était une confirmation plus puissante que n'importe quel mot. Ce n'est pas vrai? Dis-je. Les mots semblant creux et inadéquats. C'était un pansement bon marché sur une plaie béante que j'avais moi-même infligée. Maman. Ce n'est pas vrai. Je voulais en dire plus. Je voulais décharger la montagne de culpabilité qui écrasait ma poitrine. Je voulais lui dire que ma vie s'effondrait. Que j'avais peur. Que j'avais reporté ma peur sur elle parce qu'elle était la personne la plus sûre à blesser. Mais les mots étaient coincés dans ma gorge. Un embouteillage de honte et de regret. Que pouvais-je bien dire qui arrangerait ça? Je suis désolée de t'avoir poussé au bord du désespoir, semblait un bon début. Mais la monstruosité de la chose était trop grande pour être articulée. Sophie apparut dans l'escalier. Réveillée par le bruit. Elle comprit la scène en un instant, Éléonore pleurant de façon incontrôlable. Moi agenouillée devant elle comme un suppliant. La faible odeur âcre de whisky dans l'air. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Sa voix empreinte d'alarme alors qu'elle se dépêchait de descendre. Elle alla directement vers Éléonore. S'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil et enroulant un bras protecteur autour de ses épaules. Éléonore? Parle-moi. Es-tu blessée? Ma mère secoua simplement la tête, enfouissant son visage dans le flanc de Sophie. Il y a eu un accident dans la cuisine? Dis-je piteusement. Elle a fait tomber un verre. Je ne pouvais me résoudre à mentionner les pilules. Le whisky. Le dire à voix haute le rendrait trop réel? Un fait indéniable plutôt qu'une possibilité terrifiante et obscure. Sophie me regarda. Ses yeux scrutant mon visage. Elle savait qu'il y avait plus. Elle pouvait sentir la profondeur de la crise. Elle serra Éléonore dans ses bras. La berçant doucement. Murmurant des mots doux et réconfortants. Comme on apaiserait un enfant terrifié. J'étais un étranger. Un spectateur d'une scène de ma propre création. Sophie apportait le réconfort que ma mère aurait dû pouvoir chercher auprès de moi. Après un long moment, les sanglots d'Éléonore se calmèrent en respiration épuisée et frissonnante. Sophie l'aida à se relever. Allez, dit-elle doucement. On va te remettre au lit. Je vais rester un peu avec toi. Alors qu'elle se dirigeait vers le couloir, Éléonore s'arrêta et se retourna vers moi. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Mais pour la première fois depuis des semaines, ils rencontrèrent directement les miens. Il n'y avait pas de colère en eux. Pas de reproche. Juste une tristesse vaste et sans fond. Et dans cette tristesse, je vis une lueur d'autre chose, la peur. Elle avait peur de moi. Cette prise de conscience fut un coup de poing à la mâchoire. Je n'étais pas seulement un tyran ou un monstre dans le dessein d'un enfant. J'étais une source de peur authentique pour ma propre mère. La personne qui était censée être son roc, son port d'attache, était devenue la tempête qu'elle essayait de fuir. Après avoir installé Éléonore dans sa chambre, Sophie revint. Elle ne parla pas. Elle alla simplement dans la cuisine. Je la suivis. Elle balayait les derniers morceaux de verre brisés dans une pelle à poussière.
Puis elle ramassa le flacon de somnifère et le whisky. Elle revissa fermement les bouchons et me regarda. Son expression indéchiffrable. Je mets ça dans notre salle de bain? Sous clé? Dit-elle. Sa voix plate. Ce n'était pas une suggestion. Et demain? Je lui prends rendez-vous avec le docteur Martin. Je hochai simplement la tête. Incapable de parler. Ça ne peut plus arriver. Mathieu. Dit-elle. Sa voix basse et intense. Tu comprends? On a largement dépassé le stade des désaccords et de la pression. C'est autre chose. C'est dangereux. Je sais. Murmurai-je. Vraiment? Contesta-t-elle. Son calme se fissurant enfin. Vraiment? Parce que depuis des semaines? Tu te promènes dans cette maison comme un nuage d'orage? Enveloppé dans ton apitoiement? Pendant qu'elle s'éteignait littéralement. As-tu remarqué qu'elle a perdu du poids? As-tu remarqué qu'elle n'a pas touché à son tricot depuis un mois? As-tu remarqué qu'elle a arrêté de lire? Ou étais-tu trop occupé à te plaindre parce que ton précieux système a été perturbé? Chaque mot était vrai. J'avais été tellement consumé par le récit de ma propre victimisation victime de la pression. Des attentes. D'un patron exigeant que j'avais manqué de voir la vraie victime juste devant moi. J'ai tout gâché. Sophie. Dis-je. Ma voix se brisant. Je sais. J'ai tellement tout gâché. Oui. C'est vrai? Dit-elle. Sa colère s'adoucissant en une profonde lassitude. La question est. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que, désolé, n'est pas un plan. Elle me laissa planter là. L'espace vide sur le comptoir me fixant comme un abîme. Les semaines suivantes furent une marche sur une corde raide. Fragile et terrifiante. Sophie emmena Éléonore à son rendez-vous chez le médecin. Le diagnostic officiel fut anxiété situationnelle et dépression légère. Le docteur Martin prescrivit un antidépresseur à faible dose et recommanda vivement une thérapie. Éléonore refusa tranquillement la thérapie. Je n'ai pas besoin de parler de mes problèmes à un étranger, dit-elle. Une pointe de sa fierté d'antan revenant. Mais elle accepta de prendre les médicaments. J'essayai de changer. Je fis un effort conscient pour être à la maison pour le dîner tous les soirs. Je laissais mon ordinateur portable de travail dans le bureau. J'essayais d'engager la conversation, lui demandant comment s'était passée sa journée. Quel livre elle lisait. Mais mes tentatives semblaient maladroites. Forcées. Le gouffre entre nous était trop large pour être franchi avec quelques amabilités. Elle répondait poliment. Mais il y avait un mur dans ses yeux. La chaleur facile avait disparu, remplacée par une civilité prudente et gardée. Elle était courtoise, comme on le serait avec un étranger avec qui on est forcé de partager un espace. Chloé resta ma critique la plus sévère. Elle observait mes tentatives de reconnexion d'un œil cynique et impitoyable. Elle voyait mes efforts non pas comme un remords sincère, mais comme une tentative désespérée de restaurer mon propre confort, d'apaiser ma propre culpabilité. Un soir, je lui proposai de l'aider pour un exposé d'histoire. Non. Merci. Dit-elle sans lever les yeux de son ordinateur. Ça va. Allez. Chloé. J'adorais ça. Moi. La Révolution française? Je peux t'aider. Elle me regarda enfin. Son regard froid. Tu veux aider? Va parler à mamie. Je veux dire. Vraiment lui parler. Ne lui demande pas juste si elle veut plus de sel. Demande-lui comment elle se sent. Demande-lui si elle est heureuse. Mais tu ne peux pas. N'est-ce pas? Parce que tu as peur de la réponse. Elle avait raison. J'étais terrifiée.
J'étais un lâche. Il était plus facile d'essayer d'arranger les choses avec ma fille que d'affronter la femme que j'avais si profondément blessée. Mes performances au travail se stabilisèrent. Mais seulement parce qu'on m'avait mis sur le banc de touche. Peterson était maintenant la star du projet de la tour Sequoia. J'étais un second rôle. Un correcteur glorifié. L'humiliation était une fièvre constante et de bas grade. J'avais sacrifié la paix de ma famille pour une carrière qui m'échappait de toute façon. L'ironie était si amère qu'elle m'en donnait la nausée. Le tournant. Le moment qui brisa enfin ma pathétique paralysie. Arriva un samedi après-midi pluvieux. Environ un mois après l'incident dans la cuisine. Le temps était misérable. Piégeant tout le monde à l'intérieur. Éléonore avait été silencieuse toute la journée. Restant dans sa chambre. Sophie était au travail et Léo à une fête d'anniversaire. Il n'y avait que Chloé et moi. Coexistant dans un silence tendu. Vers 15 heures, Chloé frappa à la porte de mon bureau. « Papa ?» Sa voix était étrange. « Tu as vu mamie ?» Je lui ai apporté son déjeuner il y a un moment. Mais elle n'a pas répondu. Une terreur froide et familière m'envahit. Sa porte est fermée ? Oui. Et verrouillée. J'ai essayé de frapper à nouveau. Mais elle ne dit rien. Nous nous tenions tous les deux dans le couloir, fixant la porte fermée au bout. Le silence qui en émanait était soudainement menaçant. « Maman ?» appelai-je en frappant fort. « Éléonore ? Ça va ? » Rien. La panique, primitive et aiguë, s'empara de moi. Tous les « et si » que j'avais essayé de réprimer firent surface en trombe. Les pilules. Le whisky. La chute. « Recule-toi » dis-je à Chloé. Ma voix tendue. Je n'attendis pas une seconde de plus. Je baissai l'épaule et la projetai contre la porte. Le bois gémit. Je recommençai, mettant tout mon poids, toute ma peur, dans le cou. La serrure se brisa et la porte s'ouvrit en grand avec un craquement. Et nous la vîmes. Éléonore était par terre. Elle était allongée sur le côté, emmêlée dans le cordon d'une petite lampe de lecture qui avait été tirée de sa table de chevet. Ses yeux étaient fermés. Son visage d'une pâleur anormale. Pendant une seconde terrifiante qui me coupa le souffle. Je la crus morte. Le monde bascula sur son axe. Le temps s'arrêta. C'était la fin. J'étais arrivé trop tard. J'avais attendu trop longtemps. Et maintenant le temps était écoulé. Mamie. Le cri de Chloé fut une lame sonore, fendant le silence épais et terrifiant. Elle se précipita. Mais je tendis le bras pour l'arrêter. Mon esprit basculant dans un étrange état de détachement. En mode crise. Reste là. Chloé. Appelle le 15. Maintenant. Ma voix était calme. Anormalement calme. J'avais l'impression d'observer la scène de très loin. Tandis que Chloé cherchait son téléphone. Les mains tremblantes. Je m'agenouillai près de ma mère. Je pressai 2 doigts contre son cou. Cherchant un pouls. Les secondes s'étirèrent en une éternité. Mon propre cœur martelait mes côtes. Un battement de tambour frénétique de terreur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis je le sentis. Un faible battement. Filant. Contre le bout de mes doigts. Doum doum. Faible. Mais présent. Un soulagement si intense m'envahit que mes genoux faillirent plier. Elle a un pouls. Criai-je à Chloé, qui était en train de donner notre adresse à l'opérateur. Elle respire. Je regardai autour de moi, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. La pièce était ordonnée.
presque stérile. Comme elle la gardait toujours. La lampe était par terre. Son abat-jour de travers. Son livre était tombé ouvert à côté d'elle. Le flacon d'antidépresseur était sur sa table de chevet. Le bouchon fermé. Il y avait un verre d'eau. À moitié plein. Ce n'était pas ce que j'avais craint. C'était autre chose. Je la secouai doucement par l'épaule. Maman? Maman? Tu m'entends? Ses paupières papillonnèrent. Un faible gémissement s'échappa de ses lèvres. Ses yeux s'ouvrirent. Mais ils étaient vides. Embués de confusion. Mathieu? Murmura-t-elle. Sa voix un râle sec. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé? Maman. Tu es par terre. Une ambulance est en route. Non. Pas d'ambulance. Protesta-t-elle faiblement. Essayant de se redresser. Je vais bien. Juste. Un peu étourdi. Reste tranquille. Dis-je. Ma main posée sur son épaule pour la maintenir au sol. Tout va bien se passer. Les 20 minutes suivantes furent un flou de chaos organisé. La sirène hurlante se rapprochant. Les gyrophares rouges et bleus peignant des traînées sur les murs du salon. 2 ambulanciers. Un homme et une femme. Entrèrent avec une efficacité calme et exercée. À la fois rassurante et terrifiante. Ils posèrent des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Avait-elle des antécédents d'évanouissement? D'hypertension? De diabète? Je réalisais, avec une nouvelle vague de honte, à quel point je connaissais peu la santé de ma propre mère. Ils prirent sa tension, vérifièrent ses pupilles, et écoutèrent son cœur. Sa tension est dangereusement basse. Et son rythme cardiaque est irrégulier, dit l'ambulancière. Son ton professionnel mais sérieux. Nous devons l'emmener. Ils la placèrent sur un brancard. Alors qu'ils l'emmenaient, les yeux d'Éléonore croisèrent les miens. La confusion avait été remplacée par un regard de profonde humiliation. Être vue ainsi, faible et impuissante, était une violation de son profond sens de la dignité. Je lui avais tant pris. Et maintenant même son intimité avait disparu. Chloé et moi suivîmes l'ambulance dans ma voiture. Le silence entre nous épais d'une peur non dite. La pluie battait contre le pare-brise. Les essuie-glaces allant et venant comme un métronome frénétique. Je jetai un coup d'œil à ma fille. Son visage était pâle. Ses jointures blanches alors qu'elle serrait son téléphone. Elle essayait d'être forte. Mais je pouvais voir la terreur dans ses yeux. La même terreur qui rongeait mes propres entrailles. Les urgences étaient un monde que Sophie connaissait bien. Mais pour moi, c'était un pays étranger d'odeurs antiseptiques, de machines qui bipent et de conversations chuchotées et urgentes. Ils emmenèrent Éléonore dans un box derrière des portes battantes. Et nous fûmes laissés dans la salle d'attente. Un purgatoire de chaises inconfortables et de magazines démodés. J'essayai d'appeler Sophie. Mais l'appel tomba directement sur sa messagerie vocale. Elle était dans ses propres urgences. Pendant sa propre garde. Ignorant le drame qui se déroulait dans les nôtres. Est-ce qu'elle va mourir? Demanda Chloé. Sa voix petite et chancelante. Elle me regarda enfin. Sa carapace brisée. Révélant l'adolescente effrayée de 15 ans en dessous. Non. Dis-je. Avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Non. Bien sûr que non. Elle a juste. Elle est tombée. Ils vont trouver pourquoi elle a soigné. Je voulais la réconforter. Passer mon bras autour d'elle. Mais je sentais que j'avais perdu ce droit. Quel réconfort pouvais-je offrir? J'étais la raison pour laquelle nous étions ici. Ma cruauté l'avait affaiblie.
Ma négligence avait permis que cela arrive. C'était de ma faute. Les heures s'écoulèrent lentement. Je fis les 100 pas dans la salle d'attente. Le linobon marchait s'usant sous mes pieds. Chaque fois que les portes battantes s'ouvraient, ma tête se relevait, mon cœur bondissant. Finalement, un médecin en blouse bleue sortit, appelant la famille d'Eleanor Thompson. Nous nous levâmes tous les deux. Je suis son fils. Mathieu. Voici sa petite fille. Chloé. Le médecin. Une femme au visage bienveillant qui semblait épuisée, nous offrit un petit sourire rassurant. Votre mère est stable. Elle est réveillée et lucide. Elle nous a fait une belle frayeur. Que s'est-il passé? Demandai-je. La voix tendue. Pourquoi est-elle tombée? Elle est sévèrement déshydratée et malnutrie, dit le médecin sans ambages. Ses niveaux d'électrolytes sont complètement déréglés, ce qui a provoqué une arythmie cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier. C'est ce qui l'a fait s'évanouir. Nous lui administrons des fluides et des nutriments par intraveineuse, et son rythme cardiaque a déjà commencé à se normaliser. Déshydraté. Malnutri. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Ce n'étaient pas des conditions médicales complexes et mystérieuses. C'était de la négligence de base. C'était ce qui arrivait quand quelqu'un arrêtait de manger et de boire correctement. C'était ce qui arrivait quand les gens autour de cette personne ne le remarquaient pas. Elle ne mangeait pas beaucoup? Dit doucement Chloé. Sa voix pleine de culpabilité. J'ai essayé de la faire manger. Je lui apportais de la nourriture. Mais elle picorait juste. Le médecin hocha la tête avec sympathie. C'est courant avec la dépression? Qui, selon son dossier, lui a été récemment diagnostiqué. Une perte d'appétit est un symptôme principal. Le problème, c'est que moins elle mange, plus elle s'affaiblit. Et plus elle peut devenir déprimée. C'est un cercle vicieux. Elle me regarda directement. Nous pouvons la stabiliser physiquement, Monsieur Thompson. Mais c'est un signal d'alarme. Les problèmes sous-jacents doivent être abordés. Elle a besoin de soutien. Elle doit être surveillée. Elle ne peut pas être laissée seule en ce moment. L'accusation tacite était assourdissante. Vous avez laissé faire. Vous ne surveillez pas. Sophie arriva alors. Son visage un masque d'inquiétude. Chloé avait dû lui envoyer un texto. Elle se précipita. Et je lui expliquai ce que le médecin avait dit. Elle écouta. Sa main sur mon bras. Son expression passant de la peur à une compréhension profonde et triste. On nous permit de la voir quelques minutes plus tard. Elle était dans un petit box séparé par un rideau, relié à une perfusion et à un moniteur cardiaque qui bipait à un rythme régulier et rassurant. La couleur avait commencé à revenir sur son visage, mais elle semblait épuisée et diminuée contre les draps d'hôpital d'un blanc éclatant. « Salut, maman », dis-je doucement en m'approchant du lit. Elle tourna la tête, une lueur de honte dans les yeux. « Je suis désolée pour tout ce remue-ménage » murmura-t-elle. « Il n'y a pas de remue-ménage » dit Sophie en lui prenant la main. « Nous sommes juste heureux que tu ailles bien. » Chloé se plaça de l'autre côté, lui tenant l'autre main. Son jeune visage un portrait de soulagement et d'amour. « On a eu si peur, mamie. » Je restai au pied du lit. Une troisième roue inutile. J'avais défoncé la porte pour l'atteindre, mais je ne semblais pas pouvoir abattre le mur qui se dressait entre nous. Ils décidèrent de la garder en observation pour la nuit. Sophie et Chloé restèrent, refusant de la quitter. Je leur dis que je rentrerai à la maison, que je prendrai quelques-unes de ses affaires et que je m'occuperai de Léo, qui devait rentrer de sa fête. C'était une excuse.
La vérité, c'est que je ne pouvais pas supporter d'être dans ce petit espace. L'air épais de mon échec. De retour à la maison, la porte éclatée de la chambre de ma mère se dressait comme un monument aux événements de la journée. J'entrai. La pièce semblant différente maintenant. Sacrée et violée à la fois. Je devais lui préparer un petit sac, une chemise de nuit. Un peignoir. Une brosse à dents. J'ouvris le tiroir supérieur de sa commode. Mes mouvements hésitants. Me sentant comme un intrus. Ses affaires étaient soigneusement pliées, une vie d'ordre tranquille. En sortant une chemise de nuit, ma main effleura quelque chose de dur. Une petite boîte en bois, rangée dans le coin arrière. Ce n'était pas une boîte à bijoux. Elle ressemblait à une vieille boîte à cigares, sombre et sans fioriture. La curiosité, ou peut-être un besoin désespéré de réponse, l'emporta sur moi. Je savais que je ne devais pas. C'était une violation de sa vie privée. La seule chose qui lui restait. Mais je ne pus m'en empêcher. Je soulevai le couvercle. L'air s'emplit du parfum faible et poussiéreux de vieux papiers et de peinture séchée. La boîte n'était pas remplie de babioles. Elle était remplie d'art. Il y avait des dizaines de petites aquarelles de la taille d'une carte postale. Des paysages de lieux que je ne reconnaissais pas, une côte rocheuse. Un champ de fleurs sauvages baigné de soleil. Un sommet de montagne enneigé. Elles étaient magnifiques. Pas seulement compétentes, mais vraiment. À couper le souffle. Pleine de lumière et d'émotion. C'était une facette de ma mère que je n'avais jamais connue. Cette femme calme et discrète avait un monde intérieur secret et vibrant. Sous les peintures se trouvait une pile de lettres. Nouée par un ruban bleu délavé. L'écriture était la sienne. Mais elle était plus jeune. Plus fluide. Les lettres étaient adressées à mon père. Et elles étaient datées d'après sa mort. Elle lui écrivait depuis des années. Mes mains tremblaient en dénouant le ruban et en dépliant la première lettre. Mon très cher Robert. Commençait-elle. Cela fait 6 mois que tu es parti. Le silence dans la maison est la chose la plus difficile. Je m'attends toujours à entendre tes pas dans l'escalier. Mathieu fait de son mieux. Mais il construit un mur autour de son chagrin. Je ne sais pas comment l'atteindre. Parfois, j'ai l'impression de vous perdre tous les deux en même temps. J'en pris une autre. Datée de 2 ans. Juste après qu'elle ait emménagé chez nous. Je me sens comme un fantôme dans cette maison. Robert. Elle est si pleine de vie. Si animée. J'essaie d'aider. Mais j'ai l'impression d'être toujours sur le chemin. Mathieu est si stressé par son travail. Je vois dans ses yeux le même regard que son père avait autrefois, ce regard qui dit qu'il porte le poids du monde. Je veux juste lui en enlever un peu. Mais je pense que mon contact est devenu un fardeau. Je me sens rapetissée chaque jour. Puis-je trouver la plus récente? Écrite il y a seulement quelques semaines. Après notre dispute. Le papier était taché de larmes. L'encre légèrement floue. Il m'a dit que j'étais vieille aujourd'hui. Robert. Il me l'a crié. Et le plus terrible, c'est qu'il a raison. Je suis vieille. Et je suis un fardeau. La femme que tu as épousée? La femme qui dirigeait une classe, une maison et élevait une famille? Elle n'est plus là. À sa place, il y a cette vieille femme fatiguée et inutile qui se met en travers du chemin de son propre fils. Cela me rappelle tellement les dernières années de ma propre mère. Te souviens-tu à quel point j'étais fatiguée? Comment je pleurais parfois dans la voiture en rentrant? Juste à cause de l'épuisement total? J'ai juré que je ne serais jamais un fardeau pour Mathieu comme elle l'a été pour moi. Et maintenant? Je suis devenue ma plus grande peur. Je laissais tomber les lettres comme si elles étaient en feu. Mes jambes cédèrent. Et je m'effondrais sur le sol.
La boîte en bois sur mes genoux. Ma propre mère. Ma grand-mère. Une histoire de souffrance silencieuse dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. J'avais regardé ma mère et vu un problème à gérer. Une variable à contrôler. Je n'avais jamais pris le temps de voir la personne. La femme qui avait pris soin de sa propre mère mourante. La veuve en deuil. L'artiste. L'âme solitaire qui était si terrifiée d'être un fardeau qu'elle s'était affamée jusqu'à un lit d'hôpital. Les murs que j'avais construits. Les justifications. L'apitoiement tout s'effondra, m'ensevelissant sous les décombres de ma propre ignorance stupéfiante. Je restais assis là, sur le sol de sa chambre vide, entouré de son art secret et de sa douleur secrète. Et je pleurais. Pas pour moi, mais pour elle. Pour toutes les années où j'avais été aveugle. Les larmes vinrent en un torrent chaud et silencieux. Une libération de pression qui s'était accumulée pendant des mois. Des années. Je ne sanglotais pas. Je ne faisais aucun bruit. C'était un déluge de honte pure et non diluée. J'étais assis sur le sol de la chambre de ma mère, serrant les lettres. Leurs bords fragiles s'enfonçant dans mes paumes. Chaque mot que j'avais lu était une pièce d'un puzzle que je n'avais jamais pris la peine de résoudre. J'avais vécu dans une maison avec une étrangère. Une étrangère qui se trouvait être ma propre mère. Ses peintures étaient étalées autour de moi comme des feuilles mortes. Un jardin secret et vibrant de son âme qu'elle avait gardé caché. La côte rocheuse. Le champ ensoleillé, ce n'était pas seulement des paysages. C'étaient des émotions. C'était elle. Et je ne les avais jamais vues. Je n'avais même jamais demandé. J'ai juré que je ne serais jamais un fardeau pour Mathieu comme elle l'a été pour moi. Cette seule phrase résonnait dans mon esprit, réécrivant toute ma compréhension de notre relation. Son aide constante, que j'avais interprétée comme de la critique et de l'ingérence, était une tentative désespérée d'éviter un destin qu'elle redoutait. Son rangement, sa cuisine, sa présence constante. Il ne s'agissait pas de contrôler ma vie. Il s'agissait de sa terreur de devenir impuissante, de devenir le problème qu'elle avait dû gérer avec sa propre mère. Ma grand-mère. Une femme dont je me souvenais à peine comme d'une silhouette frêle dans une pièce faiblement éclairée. Je n'avais aucune idée du tribut que sa maladie avait fait payer à ma mère. Elle avait porté ce poids seule, et je n'avais fait que l'alourdir. Ma colère, mon ressentiment, tout cela semblait si mesquin maintenant, si profondément égoïste. J'étais en colère parce qu'elle mélangeait les cuillères. Elle était hantée par un traumatisme générationnel dont je ne connaissais même pas l'existence. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis là. La pluie avait cessé, et la lumière pâle de la fin d'après-midi filtrait par la fenêtre. Je rassemblais soigneusement les peintures et les lettres. Mes mains douces maintenant, respectueuses. Je les replaçais dans la boîte en bois, nouais le ruban et fermais le couvercle. C'était comme refermer un texte sacré. Je remis la boîte dans son tiroir, exactement là où je l'avais trouvée. C'était son histoire à raconter, pas la mienne à exposer. Mais maintenant que je savais, je ne pouvais plus ne pas savoir. L'ignorance dans laquelle j'avais vécu avait disparu pour toujours. Je fis son sac avec une tendresse nouvelle, choisissant sa chemise de nuit la plus douce, son peignoir usé préféré. Je trouvai ses lunettes de lecture sur la table de chevet et les glissai dans la poche latérale. Chaque objet semblait significatif. Une partie de la femme que je commençais à peine à rencontrer. Avant de partir, je me tins dans l'embrasure de sa chambre, regardant le cadre de porte éclaté. C'était une cicatrice sur notre maison. Un rappel physique de ma violence et de ma peur. Il faudrait le réparer. Mais les vrais dégâts étaient bien plus profonds. Quand je retournai à l'hôpital, l'atmosphère avait changé.
La crise immédiate était passée. Et un calme tranquille et las s'était installé. Éléonore dormait. Sa respiration profonde et régulière. Le bip constant du moniteur cardiaque était un rythme réconfortant dans la pièce silencieuse. Sophie et Chloé étaient assises sur les 2 chaises des visiteurs, parlant à voix basse. Elles levèrent les yeux quand j'entrai. « Comment va-t-elle » demandai-je. La voix basse. « Elle dort » dit Sophie. Le médecin est repassé. Il a dit que ses niveaux sont bien meilleurs. Ils la transféreront dans une chambre normale demain matin et la laisseront probablement sortir après-demain. Tant qu'elle continue de s'améliorer. Je hochai la tête, posant le sac. C'est une bonne nouvelle. Chloé me regarda. Son expression moins hostile qu'auparavant, adoucie par le traumatisme partagé de la journée. « Tu as réparé la porte » demanda-t-elle. « Non. » dis-je doucement. « Pas encore. » Je tirai une 3e chaise d'un box voisin. Pour la première fois, j'avais l'impression que nous étions une unité. Une famille liée par une crise, au lieu d'individus fracturés. Nous restâmes assis là. Dans la pénombre de la chambre d'hôpital. Une veillée silencieuse autour de la femme qui était le cœur de notre famille. Un cœur que j'avais failli briser. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il n'y avait rien à dire qui ne semblerait pas trivial. Nous sommes juste restés assis, écoutant le rythme des machines, regardant la poitrine de ma mère se soulever et s'abaisser. Dans le silence partagé, un changement subtil se produisit. La colère et le ressentiment qui avaient défini nos interactions pendant des mois semblèrent s'évaporer, ne laissant derrière eux qu'une vulnérabilité brute et partagée. Quand Éléonore se réveilla quelques heures plus tard, elle semblait plus elle-même. Le brouillard de la confusion avait disparu, et il y avait une lumière plus claire dans ses yeux. Elle nous regarda tous les 3 réunis autour de son lit et un léger sourire triste effleura ses lèvres. « On dirait que j'ai vraiment fait une scène » dit-elle. Sa voix encore faible. « Tu as le droit » dit Sophie en lui serrant la main. « Nous sommes juste heureux que tu sois là. » Les yeux d'Éléonore se portèrent sur moi. Je me préparais au mur familier de distance polie. Mais il n'était pas là. La chute. L'hôpital. La peur brute, tout cela avait dépouillé nos faux semblants. Il ne restait que la vérité. « Mathieu » dit-elle. Sa voix claire. « La boîte. » Dans mon tiroir. Mon sang se glaça. Avait-elle su? D'une manière ou d'une autre? As-tu regardé à l'intérieur? Demanda-t-elle. Son regard fixe. Scrutateur. Je ne pouvais pas mentir. Plus maintenant. Je pris une inspiration et hochai lentement la tête. Oui. Murmurai-je. Je suis désolée. Je faisais ton sac? Et je m'attendais à de la colère? Un sentiment de violation. Au lieu de cela, son expression s'adoucit. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi soulagée. Comme si un grand poids avait été levé. Ce n'est pas grave? Dit-elle. Peut-être. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je rapprochai ma chaise de son lit. Mon cœur battant la chamade. C'était le moment. L'ouverture. La chance que je ne méritais pas. Maman. Commençai-je. La voix épaisse d'émotion. Je ne savais pas. Pour ta mère. Pour les peintures. Pour rien de tout ça. Une larme glissa du coin de son œil et traça un chemin jusqu'à sa tempe. Je n'en ai jamais parlé? Dit-elle. C'était une période difficile. Ma mère. C'était une femme merveilleuse. Mais sa maladie l'a rendue amère.
Elle est devenue exigeante. Rien de ce que je faisais n'était jamais bien. Je l'aimais. Mais j'étais si fatiguée. J'avais l'impression de disparaître. Je me suis promis que je ne te ferais jamais. Jamais ressentir ce qu'elle m'a fait ressentir. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Dis-je. Mes propres larmes commençant à couler. C'est moi. C'est moi qui t'ai fait ressentir ça. L'aveu flotta dans l'air entre nous. Une vérité douloureuse et nécessaire. Sophie et Chloé étaient silencieuses. Observant. Comprenant que c'était une conversation qui devait avoir lieu. Une plaie qui devait être percée. J'avais si peur. Avouai-je. Les mots sortant en cascade maintenant. Le projet de la tour Séquoia. Mon travail. J'avais l'impression d'échouer en tout. De perdre le contrôle. Et je m'en suis pris à toi. Chaque fois que tu essayais d'aider. Je le voyais comme si tu me disais que je n'étais pas assez bon. Que je ne pouvais pas gérer. C'était ma propre insécurité. Ma propre fierté. Ça n'avait rien à voir avec toi. Et c'était cruel. Et injuste. Et je suis tellement désolée. Je m'effondrais enfin. Enfouissant mon visage dans mes mains. Les sanglots que j'avais réprimés sur le sol de sa chambre s'échappant enfin. Je sentis une petite main frêle sur ma tête. La main de ma mère. Elle me caressait les cheveux. Comme elle le faisait quand j'étais un enfant qui était tombé et s'était écorché le genou. Oh! Mathieu! Murmura-t-elle. Sa propre voix étranglée par les larmes. Mon garçon. Je vois tellement ton père en toi. Il portait aussi le monde sur ses épaules. Il ne voulait jamais que quiconque le voie lutter. J'aurais dû le voir. J'aurais dû le savoir. Non. Dis-je en levant les yeux. Le visage mouillé de larmes. C'était mon travail de te parler. De te dire que j'avais des difficultés. Au lieu de ça, je t'ai repoussé. Je t'ai crié dessus. Je t'ai brisé le cœur. Pourras-tu jamais me pardonner? Elle me regarda. Son fils. Un homme brisé et en pleurs à son chevet. Ses yeux étaient pleins d'un amour profond et compliqué, un amour qui avait été meurtri et battu mais qui n'avait jamais. Pas un seul instant. Disparu. Il n'y a rien à pardonner? Dit-elle doucement. Tu es mon fils. Nous nous sommes juste égarés un moment. C'est tout. À cet instant, dans le silence stérile et rythmé par les bips de la chambre d'hôpital, quelque chose changea. Ce n'était pas une solution magique. Les dégâts ne furent pas instantanément effacés. Mais le mur entre nous, la barrière épaisse et insonorisée de la colère et de l'incompréhension, développa sa première vraie fissure. Un minuscule filet de lumière passa à travers. Ce n'était pas une solution. Mais c'était un début. C'était le commencement du long, douloureux et nécessaire travail pour retrouver notre chemin. Les 2 jours qu'Éléonore passa à l'hôpital furent une période de temps étrange. Suspendue. La crise immédiate était terminée. Mais le chemin à suivre était encore dans le brouillard. La conversation à son chevet avait été une percée. Le perçage d'un abcès. Mais l'infection de années d'incompréhension et de mois de cruauté ne pouvait être guérie par une simple excuse. C'était un début. Mais le vrai travail? Je commençais à le comprendre. Ne se ferait pas dans de grands moments dramatiques, mais dans les minutes calmes et banales de notre vie quotidienne. Je pris ces 2 jours de congé. J'envoyai un unique et bref email à Dubois et Peterson, urgence familiale. Serai absent jusqu'à mercredi. Je ne vérifiai pas la réponse. Pour la première fois depuis des années, la tour Séquoia, avec ses compositions d'acier et ses échéances imminentes, me semblait petite et insignifiante.
La fondation dont je devais me soucier était celle de ma propre maison. Pendant que Sophie et Chloé passaient la plupart de la journée à l'hôpital, je restais à la maison avec Léo. Ma première tâche fut de réparer la porte. J'allais à la quincaillerie, acheter une nouvelle serrure, du mastic à bois et un petit pot de peinture assorti à la boiserie. Le travail fut lent et méticuleux. Je remplis le bois éclaté, le ponçai jusqu'à ce qu'il soit lisse, et appliquai soigneusement la nouvelle peinture. C'était un acte de pénitence physique, une petite façon tangible de commencer à réparer les dégâts que j'avais causés. Léo était assis par terre dans le couloir, me regardant. « Tu répares la porte de mamie ?» demanda-t-il. « C'est ça, mon grand. Parce que tu l'as cassée ?» J'arrêtai de poncer et le regardai. « Oui, Léo. Je l'ai cassée. Et j'ai eu tort de le faire. J'étais en colère. Et j'ai fait une bêtise. J'ai blessé mamie. Et j'ai cassé sa porte. Et maintenant, je dois essayer de réparer tout ça. » Il sembla réfléchir un moment. « Ses sentiments? Ils sont réparés aussi ?» La sagesse simple et profonde de sa question me frappa de plein fouet. « Non. Mon grand, dis-je doucement. Ils ne le sont pas. Les sentiments sont plus difficiles à réparer que les portes. Ça prend beaucoup plus de temps. Il faut être très doux et très patient. » Il hocha la tête, comme si cela avait un sens parfait, et retourna à ses Legos. Je retournai à mon travail, ces mots résonnant dans mon esprit. Doux et patient. Deux choses que je n'avais pas été depuis très longtemps. Quand je ramenai Éléonore de l'hôpital, la maison semblait différente. Le silence oppressant avait disparu, remplacé par une tendresse prudente et délibérée. Chloé avait mis un vase de marguerites fraîches sur la table de l'entrée. Sophie avait préparé une marmite de bouillon de poule. L'arôme réconfortant remplissant la cuisine. Éléonore était faible, se déplaçant lentement. Mais le regard vide et hanté dans ses yeux avait disparu. Elle était de nouveau présente. En l'aidant à sortir de la voiture, elle s'appuya sur mon bras. Et pour la première fois, cela ne me parut pas un fardeau. C'était un privilège. Quand elle vit la porte de sa chambre, entière et fraîchement peinte, elle s'arrêta. Elle tendit la main et passa ses doigts sur la surface lisse où se trouvaient les éclats. Elle ne dit rien, mais elle me regarda. Et dans ses yeux, je vis une lueur de gratitude qui était plus significative que n'importe quel mot. Les jours qui suivirent furent une recalibration consciente, et souvent maladroite, de la vie de notre famille. Les anciennes habitudes étaient rompues, et nous devions en créer de nouvelles. Je commençai par une règle simple pour moi-même, pas de travail après 18 heures. Quand je rentrais à la maison, mon téléphone et mon ordinateur portable restaient dans ma mallette. Mes soirées étaient pour ma famille. C'était plus difficile que je ne l'avais prévu. L'habitude du stress était profondément ancrée. Je sentais la vibration fantôme de mon téléphone dans ma poche. L'envie compulsive de vérifier mes emails. Mais je résistais. Je m'asseyais avec Léo pour construire des tours en Lego. Je demandais à Chloé comment s'était passée sa journée et, à ma grande surprise, elle commença lentement à répondre par des phrases de plus d'un mot. Mon attention principale, cependant, était Éléonore. Je me donnais pour mission d'apprendre à connaître la femme avec qui j'avais vécu pendant 5 ans. Je commençai par lui poser des questions sur les peintures. Un après-midi, je la trouvai assise dans son fauteuil, regardant le jardin. Je lui apportai une tasse de thé et m'assis sur le pouf à ses pieds. « Maman, dis-je. Ces peintures dans la boîte. La côte. C'était où ?» Elle parut surprise par la question.
Mais un petit sourire nostalgique effleura ses lèvres. C'était sur la côte d'Opale. Ton père et moi y sommes allés pour notre 20e anniversaire. Il détestait le froid. Mais il adorait l'océan. Il disait que c'était la seule chose plus grande que ses propres soucis. Tu es très doué, dis-je. Je n'ai jamais su. Oh. C'était juste un passe-temps, dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Quelque chose pour m'occuper les mains. C'est plus qu'un passe-temps. Maman. C'est un don. Je me lançai. Pourquoi as-tu arrêté? Elle baissa les yeux sur ses mains, qui étaient maintenant nouées par l'arthrite. Mes mains ne sont plus aussi stables qu'avant. Et après le décès de ton père, les couleurs ont semblé s'estomper du monde. Ça ne me paraissait pas juste de peindre un monde qui semblait si gris. Ces paroles étaient une fenêtre sur son deuil. Un deuil que je ne l'avais jamais vraiment aidé à porter. J'avais été tellement absorbée par ma propre perte d'un père que je n'avais pas considéré sa perte d'un mari. D'un partenaire de 45 ans. Quelques jours plus tard, je rentrai à la maison avec un grand sac du magasin de Beaux-Arts. J'avais acheté un ensemble de peintures à l'aquarelle professionnelle. Du papier de haute qualité. De nouveaux pinceaux avec des manches épais et faciles à saisir. Et un chevalet de table. Je lui installai tout sur une petite table près de la fenêtre la plus ensoleillée du salon. Je me suis dit. Dis-je. La voix hésitante. Que peut-être les couleurs commençaient à revenir. Elle fixa l'installation. Les yeux grands ouverts. Elle toucha les poils d'un nouveau pinceau. Ses doigts traçant le bois lisse du chevalet. Elle ne dit pas merci. Au lieu de cela, elle me regarda, les yeux brillants de larmes non versées, et dit, la lumière est très bonne ici. Mathieu. C'était le début. Elle ne commença pas à peindre tout de suite. Pendant une semaine, le chevalet resta vide. Une invitation silencieuse. Puis un matin, je descendis et la trouvai assise là. Une feuille de papier collée à la planche, esquissant le contour hésitant d'un oiseau sur la mangeoire dans le jardin. Elle était hésitante. C'est très incertain. Mais elle peignait à nouveau. Et la maison semblait un peu plus lumineuse. Le véritable test, cependant, vint avec mon travail. Je retournai au bureau, m'attendant à être licencié. Mais Dubois était un pragmatique. Licencier l'architecte principal en plein milieu du projet causerait plus de retard. Au lieu de cela, il officialisa mon nouveau rôle. Diminué. Peterson était officiellement le chef de projet. J'étais son second. L'ancien moi aurait vu cela comme l'humiliation suprême. J'aurais bouilli de ressentiment. Ma fierté blessée au-delà de toute réparation. J'aurais ramené ce poison à la maison avec moi. Mais assis dans cette réunion, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ma mère sur le brancard de l'hôpital. Je pensais à la porte éclatée et au dessin de mon fils me représentant comme un monstre en colère. Soudain, mon titre, mon statut sur le projet de la tour Sequoia, me parut profondément sans importance. Je comprends, dis-je à Dubois. Ma voix égale. Je ferai tout ce dont le projet a besoin. Dubois et Peterson échangèrent un regard surpris. Ils s'attendaient à une bagarre. Je m'y attendais moi-même. Mais la combativité m'avait quitté. Remplacée par un sens calme et ancré de la perspective. Mon ambition n'avait pas disparu, mais elle avait été redimensionnée. Elle ne remplissait plus tout l'horizon de ma vie. Ce soir-là, je m'assis avec Sophie après que les enfants furent couchés. Ils m'ont officiellement rétrogradé. Dis-je. Sans aucune de la colère ou de l'apitoiement qui aurait autrefois accompagné une telle déclaration. Elle me regarda. Son expression douce. Et comment te sens-tu par rapport à ça?
Je réfléchis un instant. Honnêtement, je me sens soulagée. Comme si je pouvais enfin respirer. J'ai passé si longtemps à essayer de soutenir ce bâtiment. Je n'avais pas réalisé qu'il m'écrasait. Je la regardais. Ma femme. Qui avait traversé ma tempête avec tant de grâce. Je suis désolée. Sophie. Pour tout. Pour ma distance. Pour la pression que j'ai mise sur toi. Sur nous tous. Elle tendit la main sur le canapé et prit la mienne. Nous nous sommes égarés un moment. Mathieu. Dit-elle. Faisant écho aux paroles de ma mère. Mais nous retrouvons notre chemin. Ensemble. Ce n'était pas une fin de conte de fées parfaite. Il y avait encore des jours difficiles. Ma mère avait des moments de tristesse. Chloé avait encore des jours où son pardon semblait mince. Mais les fondations étaient en cours de reconstruction. Pierre par pierre. Avec patience. Nous apprenions à parler. Et plus important encore, nous apprenions à écouter. Le silence dans notre maison n'était plus une absence de son. Il devenait un calme confortable et paisible. Plein de compréhension tacite. Le poids silencieux du ressentiment était lentement remplacé par la force silencieuse de l'amour. Les saisons tournèrent. L'automne vif et blessé céda la place à la morosité dure et impitoyable d'un hiver francilien. Le monde extérieur était gelé et gris. Mais à l'intérieur de notre maison, quelque chose commençait à dégeler. Les changements n'étaient pas soudains ou spectaculaires. Ils étaient progressifs. Presque imperceptibles au jour le jour. C'était une guérison lente et silencieuse, nourrie dans les petits moments ordinaires. Le coin d'Éléonore près de la fenêtre devint son sanctuaire. Cela commença par des croquis d'oiseaux. Puis les écureuils dans le jardin. Puis les branches enneigées du vieux chêne. Bientôt, elle se mit à peindre de mémoire. À partir de la galerie secrète qu'elle avait gardée enfermée pendant des années. La côte vibrante de la côte d'Opale réapparut sur son papier. Suivie d'un champ de coquelicots éclatants dont elle nous dit qu'il provenait d'un voyage qu'elle et papa avaient fait en Provence dans les années 70. Elle repeignait sa vie pour la faire exister. Un coup de pinceau à la fois. La maison commença à se remplir de son art. Posée sur les étagères et scotchée sur le frigo. C'était comme si la couleur s'échappait du papier pour revenir dans nos vies. Sa santé physique s'améliora en même temps que son moral. La pression disparut. Elle se remit à manger. Sophie cuisinait avec elle. Les deux femmes se déplaçant dans la cuisine avec un rythme facile et confortable. Le son de leur rire devint une nouvelle bande-son bienvenue dans notre foyer. Éléonore commença à faire de courtes promenades avec Chloé quand le temps était doux. Leurs têtes penchées ensemble en conversation. Le lien qu'elles partageaient, autrefois source de ma propre jalousie, me semblait maintenant un pilier de la guérison de notre famille. Ma relation avec Chloé fut une réparation plus lente et plus délicate. La confiance que j'avais brisée ne pouvait pas être recimentée du jour au lendemain. Mais j'arrêtai d'essayer de forcer les choses. Je lui laissai de l'espace. Et je montrai mon remords non pas par de grandes excuses, mais par un changement constant. J'assistais à ses concerts de l'école. J'écoutais. Vraiment. Quand elle parlait de ses amis ou d'un livre qu'elle lisait. Un soir, elle vint me voir avec un problème de physique complexe sur lequel elle butait. Je sais que tu étais plutôt branchée histoire, dit-elle. Un peu maladroitement. Mais je me suis dit que peut-être. Tu pourrais jeter un œil? C'était une petite offrande. Un rameau d'olivier hésitant. Je passai 1 heure avec elle à la table de la salle à manger. Dessinant des schémas et travaillant sur les équations. Nous n'avons pas résolu le problème. Mais ce n'était pas le but. En montant se coucher, elle s'arrêta à la porte. Merci. Papa, dit-elle.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle me sourit. Un vrai sourire. Sincère. C'était comme si le soleil se levait. Au travail, mon nouveau rôle s'installa dans un rythme confortable. Le poids écrasant du leadership avait disparu. Et à sa place, je redécouvris quelque chose que j'avais perdu, l'amour du travail lui-même. Je pouvais me concentrer sur les détails d'un design, l'élégance d'une solution, sans l'anxiété constante et rongeante des budgets et des présentations aux clients. Peterson, pour sa part, était un bon leader. Il était ambitieux, mais il était aussi collaboratif. Il respectait mon expérience et cherchait souvent mon avis. Nous devînmes une équipe efficace. Ma carrière n'était pas le monument imposant que j'avais autrefois envisagé. Mais elle était solide, respectable et, plus important encore, elle ne me consumait plus. J'avais un travail, pas une crise d'identité. Un samedi matin début mars, les premières lueurs du printemps étaient dans l'air. La neige fondait, et le soleil portait une promesse de chaleur. J'étais dans le garage, en train de nettoyer des années de bric-à-brac accumulées. Je trouvais une vieille boîte poussiéreuse étiquetée « Affaires d'école de Mathieu ». À l'intérieur, parmi de vieux bulletins et des photos de classe, je trouvais un dessin encadré. C'était quelque chose que j'avais fait en CE2. Un dessin grossi au crayon de cire d'une mésange bleue, ses ailes déployées contre un soleil jaune vif. En dessous, dans l'écriture parfaite de ma mère, il était écrit « L'oiseau bleu du bonheur de Mathieu ». 8 ans. Je me souvins de ce jour. J'avais été si fière de ce dessin. J'avais couru de l'école pour le lui présenter comme si c'était un chef-d'œuvre. Elle l'avait traité comme tel, trouvant immédiatement un cadre et l'accrochant dans la cuisine, où il resta plus de 10 ans. J'apportai le dessin à l'intérieur. Éléonore était à son chevalet. Une nouvelle peinture prenant forme. C'était un portrait de Léo et Chloé. Assis ensemble sur le canapé, illuminés par la lumière de l'après-midi. C'était l'œuvre la plus ambitieuse et la plus belle qu'elle ait réalisée jusqu'à présent. Regarde ce que j'ai trouvé, dis-je en brandissant le vieux dessin. Elle se tourna, enlevant ses lunettes pour regarder la mésange au crayon. Un sourire doux et chaleureux se dessina sur son visage. Oh! Mon Dieu! Dit-elle, sa voix pleine d'affection. Je me souviens de ça. Tu étais si certain que si tu dessinais un oiseau heureux, tu te sentirais toujours heureux. Tu m'avais dit que c'était ton porte-bonheur. Je suppose que ça n'a pas toujours marché? Dis-je. Une pointe de l'ancienne tristesse dans ma voix. Ou peut-être, dit-elle, ses yeux rencontrant les miens, pleins d'une sagesse profonde et tranquille, qu'il lui a juste fallu un peu de temps pour s'envoler. Nous restâmes là un moment dans un silence confortable et partagé. Un silence non pas de colère ou de ressentiment, mais de compréhension complète. Un silence construit sur le pardon. Un silence qui était enfin vraiment paisible. Quelques semaines plus tard, le printemps arriva en force. Le monde se réveillait, vert et nouveau. Nous étions tous dans le jardin. Je faisais griller des hamburgers. La fumée s'enroulant dans le ciel d'un bleu éclatant. Sophie s'occupait de son nouveau jardin d'herbes aromatiques. Léo courait après un ballon de football sur la pelouse. Et ma mère, Éléonore, était assise sur la terrasse. Un carnet de croquis sur les genoux. Elle ne peignait pas. Elle nous regardait simplement. Sa famille. Son visage était détendu, plein d'une joie sereine et tranquille. Elle croisa mon regard et me fit un sourire. Un simple sourire aimant qui ne portait aucune trace de la douleur qui s'y trouvait auparavant. C'était un sourire de pur contentement.
Je lui souris en retour. Le cœur plein. Le voyage avait été brutal. Les cicatrices étaient réelles. Mais nous avions traversé l'hiver. Nous avions retrouvé notre chemin les uns vers les autres. Je regardais ma famille, baignée dans la chaude lumière de l'après-midi de printemps, l'image mouvante, respirante, imparfaitement belle de ma vie. Le poids que j'avais porté si longtemps avait disparu. Je n'avais pas perdu mon ambition. J'en avais juste trouvé une meilleure. Il ne s'agissait pas de construire des tours d'acier et de verre qui atteignaient le ciel. Il s'agissait de construire un foyer, ici même sur Terre, avec des fondations assez solides pour résister à n'importe quelle tempête. Je pensais à l'homme que j'avais été quelques mois plus tôt, en colère, effrayé et aveugle. J'avais failli attendre qu'il soit trop tard, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pièce vide et une vie de regret. Mais on m'avait donné une seconde chance. On nous avait donné une seconde chance. Je pris une profonde inspiration. L'odeur de l'herbe coupée et du charbon de bois remplissant mes poumons. Je regardais ma mère, son carnet de croquis, ma femme, mes enfants. Aujourd'hui. Maintenant. Nous n'avions pas besoin de porte-bonheur. Nous avions ça. Et nous avions tout le temps du monde.